Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement qui s'est passé simplement hier, tout juste hier, et qui concerne les relations entre la Chine et les États-Unis liées à Taïwan, mais aussi, comme on va le voir, au Japon. Je veux parler d'un incident, somme toute mineur, et dont la répétition en elle-même ne fait pas événement, mais dont la persistance, justement, révèle une structure, un ensemble de dispositions de force qui définit les tensions dans cette région du monde qui nous intéresse ici à proprement parler, à savoir l'Asie de l'Est et la Chine. Donc cet événement dont je parle, c'est le fait que la Chine a protesté comme de coutume et peut-être comme il se doit, du fait, c'est justement ce dont nous allons parler, du fait que un navire américain, de la marine américaine, a traversé l'espace qui se situe entre la Taïwan et la Chine, à savoir donc le détroit de Taïwan, un bâtiment militaire, donc le Chenghong, qui a traversé le détroit. Et pour les États-Unis, c'est évidemment quelque chose qui manifeste l'attachement des États-Unis et de ses alliés pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. L'Indo-Pacifique, c'est une notion qui a émergé il y a un certain nombre d'années et qui est liée au niveau des États-Unis à la structure du Quad, qui lie États-Unis, Japon, Inde et Australie, et qui vise à embrasser la partie Pacifique et la partie de l'océan Indien dans un ensemble plus vaste. Et la notion d'Indo-Pacifique a ceci, évidemment, d'intéressant et d'un peu provocateur, qu'elle ancre la relation entre, on va dire, le Pacifique et la partie du monde qui se trouve au-dessous dans l'Asie du Sud, à travers l'Inde, puisque c'est l'Indo qui permet d'ancrer le Pacifique, puisque ça signifie ici donc que la relation entre le Pacifique et finalement l'Occident passe par cet espace qui est l'océan Indien. Donc les États-Unis font souvent, mais ce n'est pas seulement les États-Unis, ils ne sont pas seuls à le faire. On peut aussi noter que la France participe très souvent à ces exercices de Freedom of Navigation, donc de libre navigation, dans des eaux qui, justement, et c'est là tout le point, sont des eaux internationales. Donc pourquoi est-ce que la Chine réitère à chaque occurrence de ce passage par un navire militaire sa colère et sa frustration? C'est parce qu'elle a décidé d'une certaine manière de nationaliser le détroit de Taïwan, donc alors qu'il n'y a pas de base juridique pour l'instant permettant de le faire au niveau du droit international et du droit de la mer, et elle affirme que c'est en réalité le passage de navires militaires américains, comme le disait, on va dire, le porte-parole de l'armée de libération chinoise. En fait, il s'agit non pas de permettre un espace libre et ouvert, mais au contraire, c'est juste une manière de recréer des tensions. Or, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que cet incident se place dans un contexte beaucoup plus, on va dire, pressant, qui est les exercices militaires conjoints entre la Chine et la Russie, qui se sont passés il y a environ une semaine. Donc fin décembre, la Chine et la Russie ont exercé des, exercices militaires communs au niveau maritime qui ont mis en rapport plusieurs navires de guerre chinois et russes. Et c'est pourquoi est-ce que je signale ça? C'est parce que le passage d'un seul navire américain à travers le détroit de Taïwan est considéré par la Chine comme une menace sur la sécurité
international et comme une manière de renforcer, on va dire, le déséquilibre et le chaos ambiant. Pourtant, le 26 et le 27 décembre, donc, la Chine et la Russie ont effectué des exercices navals communs au large de la Chine, et plus encore, mi-décembre, le 16 janvier et aussi le 15 janvier, la Chine a simulé des exercices d'attaque de Taïwan et d'Okinawa. Et le 15 décembre, il y a un porte-avions chinois qui est passé à travers ce qu'on appelle le Miyako Strait, donc le détroit de Miyako, qui se trouve dans les eaux proches des eaux du Japon. Donc ici, on peut dire, une forme de double standard, puisque d'un côté, on a un passage d'un navire américain par le détroit de Taïwan qui fait dire à la Chine qu'il s'agit d'une provocation qui menace la stabilité régionale et qui pourrait évoluer en guerre générale. Et de l'autre côté, la Chine fait d'exercices communs avec la Russie, qui est en guerre contre l'Ukraine, et au large de la Chine, et de plus, elle mène ses propres exercices qui simulent des attaques de pays qui, pour l'instant, n'ont pas de manœuvre agressive à son égard, comme donc le Japon et Taïwan. Donc d'un côté, on a un ensemble de navires de guerre chinois qui sont dirigés à l'avant par donc ce porte-avions, le Liaoning, qui vont passer par ce détroit de Miyako, c'est-à-dire entre l'île de Miyako et l'île d'Okinawa, en décembre, mi-décembre, le 15 décembre, et de l'autre, on a la Chine qui, le 5 janvier, affirme que les États-Unis sont irresponsables de faire passer un destroyer américain au sein du détroit d'état large de Taïwan qui appartient aux eaux internationales. Il y a donc ici, on peut dire, une forme de double standard qui est intéressant à noter puisque c'est souvent la Chine, ou d'ailleurs pas simplement la Chine, donc certains pays, on va dire, qui accusent l'Occident, comme on dit, les États-Unis, l'Europe, de double standard, alors que celui-ci est assez évident, assez marqué dans cette occasion. Donc, pour revenir sur ces deux événements, l'exercice militaire de mi-décembre de la Chine, il répond en fait à l'accroissement très important du budget militaire du Japon et qui a été commenté comme une forme de changement de doctrine, alors que la doctrine japonaise de défense n'a pas véritablement été modifiée, mais la volonté du Japon d'installer des missiles dans une île qui est très proche de Taïwan, donc dans l'île japonaise la plus proche de Taïwan, est évidemment quelque chose qui montre que tout événement qui concerne Taïwan et tout événement qui concerne une possible invasion de Taïwan va forcément intégrer et affecter le Japon, et si ça affecte le Japon, ça affecte les États-Unis. Donc, quand on parle des rapports entre la Chine et Taïwan au niveau militaire, on dit la Chine et Taïwan, ce sont des puissances militaires incomparables, l'asymétrie est trop forte, Taïwan ne tiendrait pas un seul jour. C'est possible si c'était une confrontation simplement de 1 à 1, mais en réalité, comme le montrent ces exercices de Chinois eux-mêmes, il y a un exercice qui montre une volonté d'attaque simultanée à la fois de Taïwan et de Okinawa, de manière aussi à dissuader le Japon de se placer dans une perspective de soutien potentiel à Taïwan, mais le fait même qu'après cette annonce d'augmentation budgétaire, il y a aussi eu cette annonce que le Japon allait placer des missiles de longue portée sur l'île du Japon la plus proche de Taïwan, montre qu'en fait, on reste dans un rapport de force. En outre, les exercices militaires conjoints de fin décembre, du 26 et du 27 entre la Chine et la Russie, montrent aussi que la Chine reste extrêmement attachée à son partenariat avec la Russie et que même s'il n'y a pas d'aide militaire directe, évidemment, de la Chine à la Russie, il n'est pas sûr que la Chine soit prête à le faire, et il n'est pas sûr non plus que la Russie le demande, parce que ça la placerait dans une situation de dépendance extrême.
on voit que l'axe sino-russe se renforce et qu'il est donc de plus en plus difficile de séparer les deux. Et quand on parle de la guerre en Ukraine comme quelque chose qui est spécifique à la Russie en termes de puissance impériale, en termes d'aventurisme militaire qu'on ne retrouverait pas en Chine, en fait, il faudrait peut-être y penser à deux fois, que vouloir en fait distinguer le bon autocrate chinois et le mauvais autocrate russe, ce discours-là, peut-être aussi trouve sa limite dans le fait que leur proximité est de plus en plus grande, comme le montrent ces exercices militaires conjoints qui vont être amenés à se répéter et s'intensifier dans le temps. Du moins, c'est ce que peut supposer l'idée d'amitié sans limite entre les deux pays. C'était Jean-Evert Bise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.